Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, inondation au quartier Pikine de Saint-Louis, le martyre des populations perdure. À Dakar, plusieurs quartiers ont enregistré plus de 40 mm de pluie. Nous ferons le point à Dakar et en région. Recrudescence de l'émigration clandestine à Saint-Louis. Plusieurs jeunes n'ont pas donné de nouvelles depuis juin. À suivre le cri de détresse d'une maman. Préparatif du Grand Magal de Touba, les talibés mourides de Matam organisent une journée de prière et de partage. Une cérémonie dans le cadre du programme Wadial Magal. Sur l'international, la diplomatie peine au Niger, un mois après le coup d'État. Comment comprendre le discours offensif du président français Emmanuel Macron? Décryptage à suivre. Et puis, soir d'info, la suite ce soir avec le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Peu de candidates pour la présidentielle 2024. Nous évoquerons avec elle les questions d'actualité nationale et sous-régionale. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Inondation au quartier Pikine de Saint-Louis du Sénégal. Une famille entière souffre le martyre. Elle vit littéralement dans les eaux. Reportage édifiant, Ousseynou Diop, Habib Seck. Pendant la saison des pluies, Ndeye Fatou Mané vit dans les eaux, dans sa chambre depuis plus de 8 ans. Chaque année, elle vit dans ces eaux avec ses enfants. Nous l'avons retrouvée dans son quartier à Pikine. Je passe la nuit ici avec mon mari qui ne travaille plus. Les enfants aussi passent la nuit dans cette même chambre car l'autre est complètement inondée. Mais nous n'avons pas le choix. Ndeye Fatou Mané se lève chaque matin pour nourrir sa petite famille. Très désespérée, elle fait le linge pour assurer les 3 repas quotidiens. Mon mari ne travaille plus. Sincèrement, il me donnait de l'argent, mais actuellement, il ne peut plus le faire à cause de la saison des pluies. C'est pourquoi je suis obligée de laver les habits des autres pour survivre. Il y a de l'eau partout dans la maison. Chaque jour, je jette des habits dans les poubelles. Voici les derniers parce que je ne peux plus les porter. La situation de cette jeune fille est dramatique. C'est à 18h, au moment de notre tournage, qu'elle a commencé à préparer le déjeuner pour nourrir ses enfants. Oui, je prépare le déjeuner. Je viens d'avoir une petite somme et j'ai acheté du riz pour nourrir les enfants. J'avoue que je suis pauvre. C'est pourquoi je vis comme ça. Les bonnes volontés doivent aujourd'hui se préoccuper du cas de Ndeye Fatou Mané. L'état de santé de ses enfants se dégrade de jour en jour. Et depuis presque 2 mois, Ndeye Fatou et ses enfants vivent avec l'eau de pluie dans cette chambre. Merci Ousseynou. Gueule Tapée, Ouakam, Médina, ces quartiers de Dakar ont enregistré une quantité importante de pluie la nuit dernière. Le réveil fut difficile pour les habitants à cause de la mobilité perturbée. Maïmouna Ndiaye et Marjeng. Babacar Walidium a passé ses beaux jours à la Médina. À la rue 31, angle 10, où il vit toujours après sa retraite, la canalisation remonte aux premières années de l'indépendance du Sénégal. Les canaux qui sont ici, ce sont des canaux qui sont très petits par rapport à la population aujourd'hui. Les gens nous sommes plus nombreux que ne peuvent supporter les canalisations qui étaient là, qui sont là depuis l'indépendance. À la rue 64, angle 55 de la Gueule Tapée également, les habitants sont habitués à ce décor. Les eaux stagnantes nous créent des problèmes. C'est une situation invivable que nous vivons. Tous les soucis qui doivent amener les eaux sur les canaux, ouais, mais ça passe plus. On est obligé de rembouiller un peu la situation pour que les eaux stagnantes se déversent sur l'autre côté pour aller aux autres endroits. Et pourtant, des projets visant à réhabiliter ces types de canalisation étaient annoncés,
Mais dans l'exécution, ces populations notent des lenteurs. Il n'y avait aucun problème depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années que je vis ici. Mais à un moment, on a voulu mettre une nouvelle canalisation dans la Médina. Et malheureusement, le projet n'a pas encore fini de travailler et ça pose des problèmes. Ils disent que l'on dépasse 750 milliards ou bien des milliards sur la canalisation entre Rebeuss, Médina et Gueule Tapée. Mais rien n'est encore terminé. Ça fait plus de 2 ans, rien n'est encore terminé. Nous avons essayé d'avoir la réaction de l'Office national de l'assainissement du Sénégal sur la question, mais nos tentatives ont été vaines. Et à Kaffrine, le poste de santé de Diamaguène Centre submergé également par les eaux. Tous les malades ont été d'ailleurs évacués. Voici à ce propos le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire de Diamaguène avec Ndeye Awa Bey. Vous-même, vous voyez que toutes les salles, le bureau de l'infirmier, la salle de soins ainsi que les salles de consultation. Donc tout est inondé, tout est submergé. Heureusement, on a eu l'aide de la population de manière très tôt, donc que je vais commencer d'abord par remercier la population parce qu'ils sont venus massivement et ils nous ont beaucoup aidés. C'est ce qui nous a permis d'entrer à la pharmacie pour pouvoir remonter les médicaments. Donc il y a eu quelques dégâts parce que les médicaments, il y a certaines caisses, autant pour moi, qui sont tombées dans l'eau. Donc il y a et plus de 40 mm de pluie enregistrés donc dans la région de Dakar. Plusieurs zones ont enregistré des quantités importantes de pluie sur l'étendue du territoire et ce n'est pas fini, avertit la météo nationale. Voici Pape Ngor Ndiaye de l'ANACIM. Lundi 28 août 2023, pas mal de pluies ont été notées sur une bonne partie du territoire sénégalais, notamment sur la façade ouest où les quantités de pluie ont dépassé les 100 mm. Donc, à l'exemple de Ngoumengeoul à Louga qui a enregistré 105 mm pour la journée d'hier, lundi. Vers les régions centres, les localités qui ont enregistré, il y a eu pratiquement 5 ou 6 localités qui ont enregistré plus de 100 mm. À l'exemple de Payar qui a eu 148 mm en 24 heures, donc pour la journée d'hier. À Danksen, 128 mm ont été recueillis vers la localité de Danksen. À Joal, sur la petite côte, 106 mm de pluie. Vers Guinguinéo, 103 mm. À Mambo, 102 mm de pluie. Et les autres localités ne sont pas à reste. Kaffrine a eu 98 mm. Et de même que vers les localités de Kaolack, de Fatick. Donc pas mal de pluie ont été notées vers les localités centres. De même que vers les régions sud aussi, où des quantités importantes ont été notées entre Sédhiou et Ziguinchor. Donc en résumé, c'est pratiquement beaucoup de pluie, des pluies conséquentes qui ont été notées sur une bonne partie du pays, notamment sur la façade ouest. Pour la journée d'aujourd'hui, mardi 29 août 2023, donc des conditions instables vont persister sur le pays, notamment sur la façade ouest, et des pluies conséquentes sont toujours attendues, donc des quantités qui pourraient dépasser les 50 voire 100 mm de pluie, attendues toujours sur la façade ouest, entre Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, de même que vers Fatick, Kaolack, allant vers Kaffrine, aussi sur la petite côte entre Mbour, Thiès, allant vers la capitale, Dakar, mais aussi vers Diourbel, Louga et Saint-Louis. Et voilà ce que nous pouvions dire sur ces intempéries. L'actualité, c'est aussi la recrudescence de l'immigration clandestine avec ce cri de détresse d'une maman à Saint-Louis, Ndaï Malabosso, elle s'appelle. Son fils et plusieurs autres jeunes candidats à Saint-Louis n'ont plus donné de nouvelles depuis début juin. La voici avec notre équipe à Saint-Louis. 7 juin. Ils sont partis depuis le 7 juin. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'ils sont dans la mer. Nous n'avons aucune information sur nos fils. Mes voisines disaient que nos enfants devraient appeler dans 45 jours au plus tard, mais depuis lors, on attend. Ils sont nombreux, car il y avait mon fils Baïsek et Babacar qui habitent dans le même quartier. Le reste, nous ne les connaissons pas, mais nous savons qu'ils sont très nombreux. Aujourd'hui, nous sommes dépressés et nous n'avons plus d'espoir de les retrouver. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités. Nous voulons avoir des informations sur nos fils. Moi, je suis alitée et je n'ai plus des nouvelles de mon fils depuis presque 3 mois. Il était mon ami. Je n'ai plus des nouvelles de lui.
L'Europe n'est plus un Eldorado. Des émigrés de la ville de Louga tentent de conscientiser les jeunes candidats à l'émigration clandestine. La voie maritime est périlleuse, alerte ces émigrés de la capitale du Niambour. Vous avez suivi le reportage de Tchernofal dans notre précédente édition. Journée Wadjal Magal à Matam, les talibés mourides de la région préparent activement l'événement religieux. Une journée de prière et de partage a été organisée dans cette région nord en prélude à la commémoration du 18 Safar. Ali Bandeliang. À moins d'une semaine du Grand Magal de Touba, les talibés mourides se sont retrouvés pour communier avec les populations de la région de Matam. Sur fonds propres, mobilisés par des cotisations, les mourides vivant à Matam ont sacrifié à ce qui est désormais considéré comme une tradition. Preuve des bonnes relations et de la bonne cohabitation entre musulmans pour lancer le recueillement et les prières, marquant le début de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et pour l'organisation de cette journée, on est organisé de telle sorte que chaque membre se cotise de 25 à 100 francs qu'on se réunit pendant une année. Ce que vous voyez, tout ça, c'est la somme qu'on a réunie pour cette année. Comme c'est une journée de distribution de repas, on a programmé 60 manas qu'on va distribuer au niveau de la population. L'hôpital de Ourossogui, il y a aussi la maison d'arrêt de Matam, ainsi que les chefs religieux de la région. Comme Serigne Touba l'a toujours souhaité, on est en train de fêter le départ en exil, comme tout le monde, pour le 18 Safar. Et nous, chaque année, on le fait une semaine avant le Magal de Touba. Comme on est de la région, avant d'avoir l'autorisation, on a même confecté des cartes d'invitation qu'on a envoyées au niveau des autorités. Des récitals de Coran et des Hassaïd, des repas copieux, gracieusement à toute la communauté, mais avec une part belle aux chefs religieux comme Tcherno Aliou Thiam Ourossogui ou encore Tcherno Mohamedou Samassa à Matam. Merci beaucoup Ali Bandeliang. L'Institut supérieur des finances vient de lancer une formation sur la fiscalité équitable et durable, une certification dédiée aux ONG pour mieux appréhender les enjeux de la fiscalité, surtout dans une société où l'informel tient une place prépondérante. Papa Diallo, le directeur de l'Institut, revient sur l'importance de cette formation au micro de Fatou Bintou Conté. Nous sommes là, en tout cas pour la cérémonie de lancement du certificat en finance équitable et durable, qui a été initié pour une première fois par une structure professionnelle qui est l'International Budget Partnership, qui a initié le programme en faisant appel à une structure de formation pour concevoir et élaborer le programme. Et eux, ils ont eu à mettre les ressources et à démarcher, en partenariat avec l'ISF, à démarcher une population bien donnée, c'est-à-dire les ONG, la société civile, pour les aider et renforcer la capacité de ces acteurs dans le domaine de la fiscalité équitable et durable. Non, la fiscalité, comme vous le savez, c'est l'un des leviers, en tout cas, pour la mobilisation des ressources permettant à l'État de financer son budget, les dépenses publiques. Mais aussi, c'est une arme qui est très sensible. Donc, mal utilisée, ça peut avoir des conséquences sur le plan économique et pour l'État. Mais bien utilisée, donc ça veut dire que ça permet à l'État de maximiser, en tout cas, la mobilisation des ressources. Voilà. Dans le sud, les ferrailleurs de la région naturelle de Casamance se penchent sur les difficultés qui minent leur secteur d'activité. C'est pour aller dans le sens d'une meilleure structuration dans le dessein d'optimiser le secteur. L'Assemblée générale s'est tenue à Ziguinchor en présence de tous les ferrailleurs de la zone sud. Ibrahima Koli, secrétaire général des ferrailleurs, est avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Ce qui explique cette rencontre, c'est en quelque sorte une façon de concrétiser une certaine entente que nous avons créée il y a maintenant 4 voire 5 ans entre tous les ferrailleurs du Sénégal. Dans cette rencontre, on a eu comme thème
la place du ferrailleur dans le développement du Sénégal. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont énormes parce que nous avons en face un État qui, au lieu de privilégier, l'État a tendance à plutôt favoriser les étrangers, alors que la ferraille est un secteur non négligeable pour le développement du Sénégal, parce que nous faisons de la récupération et du recyclage. Vous n'êtes pas sans savoir que sans récupérateur, il ne peut pas y avoir de recycleur. Et aujourd'hui, pour parler de recyclage, prenons un exemple. Tout Sénégalais qui mange son thieboudian à midi, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a récupéré de l'aluminium quelque part et l'a donné à un recycleur, comme on appelle, à un baïdiagal. Toutes les marmites que nous utilisons pour cuisiner sont issues de la ferraille, de la récupération. Donc je crois que la place du ferrailleur dans le développement de ce pays, c'est une place de choix. Dans l'actualité internationale, le discours du président Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de la France, le chef de l'État français qui s'est exprimé sur la situation qui prévaut au Niger. Dans un contexte très défavorable à la présence française en Afrique, Emmanuel Macron s'est élevé contre les critiques à l'encontre de son pays lors de cette conférence annuelle des ambassadeurs organisée à l'Élysée hier. Le président français a aussi défendu le maintien en poste de son ambassadeur à Niamey. Le point avec Daniel Diouf. Emmanuel Macron qui a du mal à ingurgiter la pilule de la volte-face contre la France depuis quelque temps. Le président français qualifie la présence française dans la région d'opportunité sanitaire. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Emmanuel Macron, encore sidéré par les réflexions outre-Atlantique sur l'engagement de la France dans la crise nigérienne. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Et donc, où c'est que le bas blesse? Comment obtenir que la présence militaire de l'Hexagone ne soit plus bannie? Emmanuel Macron estime qu'il faut plutôt la repenser sous une forme nouvelle de partenariat. Notre présence militaire doit se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc, nous repensons totalement le cadre de ce partenariat. Totalement. Y compris sur les capacités militaires que nous livrons. Y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec, là aussi, de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un, dans la région du Golfe de Guinée, le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. Paris, qui soutient que sa politique n'est pas à décrier, entend rester au Niger. Pas question de fermer sa chancellerie, telle que notifiée par la junte que le président français qualifie d'autorité illégitime. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Emmanuel Macron appelle tous les États de la région à avoir une politique responsable. Les chefs d'État de la CEDEAO conscientisés sur le risque d'abandonner le président Bazoum. J'appelle tous les États de la région avoir une politique responsable, parce que, il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents, a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch. Et sur toutes ces questions, nous y reviendrons avec notre invité dans Soir d'Info La Suite, le professeur Amsatou Sow Sidibé. Dans l'actualité sportive, un cadre de concertation des présidents de clubs impératifs pour le développement en football local. C'est l'avis du président de Dakar Sacré-Cœur, Mathieu Chupin, déçu des éliminatoires en revanche précoce des clubs sénégalais en compétition africaine.
veut un partenariat public-privé entre l'État, les instances sportives et les clubs professionnels. C'est aujourd'hui très important. Moi, je peux plus comprendre aujourd'hui. Jamil a fait la référence. J'ai commencé dans le football sénégalais au début des années 90 avec l'équipe des Espoirs de Bignona. Et jamais, 30 ans après, j'aurais pensé une minute qu'on se retrouverait toujours confronté au même problème. C'est pas possible. En 2023, le football dans le monde, c'est une industrie. Et pas qu'en Europe. Dans plein d'autres pays du monde, c'est une industrie. Et même dans certains pays africains. Comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'on se fasse éliminer ? Je n'ai rien contre le football guinéen, mais comment peut-on comprendre qu'une équipe organisée, qui forme de grands champions comme Génération Foot, ne puisse pas performer et éliminer l'équipe guinéenne ? Il y a un vrai problème. Madi a eu raison de le dire, il y a un problème de calendrier déjà. Il y a plein de choses à régler. Mais il faut en urgence qu'on s'assoie. Et quand je dis on, je lance de nouveau un appel à tous les autres présidents de club. Il est grand temps qu'on crée notre cadre permanent de concertation des présidents de club. C'est cette entité qui va pouvoir aller discuter avec les instances sportives. C'est cette entité qui va pouvoir aller discuter avec les pouvoirs publics également. Tant qu'on ne crée pas ce cadre-là, on va y aller d'une façon dispersée et on arrivera. Mathieu Chupin, interrogé par le site WeSport. Tournoi des 8 grands clubs de Bambali. Cette édition a été remportée par l'ASC Ngindir. Beaucoup de récompenses ont été distribuées. Voyons tout cela avec Bakary Conté. L'ASC Ngindir a remporté la finale des 8 grands face à l'ASC Marankunda par 2-0. Les récompenses, nous avons le trophée du meilleur joueur, le trophée du meilleur buteur, le trophée du meilleur gardien, le trophée du président de la jeunesse, le trophée du président de la commission d'organisation et le grand trophée pour les vainqueurs. Donc ce sont ces différents trophées. Ouais, nous avons 2 eaux de maillot sur la table. Donc nous remercions le DG, le directeur du Grand Théâtre en Sousané. Le match s'est joué sous la pluie et dans la boue. L'oncle de Sadio Mané, maire de Bambali, annonce la construction du stade municipal de Bambali par son neveu. En tant que maire, j'ai presque un premier partenaire qui est mon neveu Sadio Mané. Il a pris la décision de faire la pelouse synthétique et la tribune de 1000 places. Avant-hier, l'entrepreneur est venu dans une semaine et les travaux vont dérouler. Une initiative saluée par le parrain DG du Grand Théâtre. Qui parle de Bambali aujourd'hui parle forcément de la star internationale Sadio Mané. Mais aussi, il y a l'ami de Sadio Mané qui est Moussa Bey Ndiaye, qu'on l'appelle donc affectueusement commissaire Balmaceda, qui aujourd'hui a porté son choix sur ma modeste personne, accompagné avec l'ensemble des jeunes de Bambali pour que je puisse parrainer donc cette grande cérémonie de la finale des 8 grands. Sadio Mané est un modèle de jeune à suivre. On a vu Sadio Mané un peu partout à travers le monde saluer de par son sérieux, de par sa modestie, de par son éducation. Aujourd'hui, si Sadio Mané donne donc pratiquement des efforts et veut construire donc pratiquement le stade de Bambali, ça ne nous surprend pas. Parce que Sadio Mané a construit donc pratiquement une école, a construit donc un hôpital, a construit une station donc d'essence. L'animation a été assurée par les supporters de Allé Bambali et pendant tout le long du match, les jeunes attendent avec impatience la construction de ce bijou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec le professeur Amsatou Sow Sidibé. À tout de suite.